Je m'appelle Sophie et j'ai 32 ans. En ce moment même, je suis dans mon penthouse parisien, contemplant les lumières de la ville qui scintillent en contrebas comme des diamants. Je viens de raccrocher le téléphone avec mon père et, honnêtement, je ne suis pas sûre de lui reparler un jour. Il y a 3 semaines, j'ai pris une décision qui a choqué toute ma famille. J'ai coupé tout soutien financier à mes parents après une conversation dévastatrice lors d'un dîner. Vous voyez, le succès a une drôle de façon de révéler la vraie nature des gens, surtout quand il s'agit de la famille. Et parfois, les personnes qui devraient être les plus fières de vous sont celles qui vous blessent le plus profondément. Avant de plonger dans cette histoire, j'aimerais savoir d'où vous me regardez. Laissez votre ville dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner pour plus d'histoires de vie qui vous feront remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la loyauté familiale. Croyez-moi, ce qui s'est passé ensuite à cette table de dîner vous laissera sans voix. Laissez-moi vous raconter comment un simple dîner a tout changé entre nous pour toujours. Il y a 3 semaines, ma vie était bien différente de celle de la plupart des gens de mon âge. Je suis la PDG d'une entreprise de fintech que j'ai bâtie à partir de rien. Et oui, j'ai été bénie par un succès qui me surprend parfois moi-même. Mon appartement en attique à Paris coûte plus cher par mois que ce que la plupart des gens gagnent en un an. Je conduis une Tesla Model S qui ronronne comme un chaton et coûte plus cher qu'une maison dans certaines régions. Mon compte en banque affiche des chiffres qui vous donneraient le vertige. Mais laissez-moi vous ramener là où tout a commencé, car comprendre mon parcours rend ce qui s'est passé à ce dîner encore plus douloureux. J'ai grandi à Reims, dans un modeste pavillon de plain-pied, avec un crépi beige et un petit jardin que mon père tondait chaque samedi matin sans faute. Mon père, Gérard, travaillait comme comptable pour une entreprise locale, jonglant avec les chiffres et vivant selon les tableurs. Ma mère, Hélène, était institutrice en CE2 à l'école primaire au bout de notre rue. Nous n'étions pas pauvres, mais nous n'étions pas riches non plus. Nous appartenions solidement à la classe moyenne et mes parents tiraient une grande fierté de cette stabilité. Dès que j'ai su marcher, mon père m'a inculqué l'importance d'économiser chaque centime. Il me faisait la morale sur les intérêts composés pendant que j'essayais de regarder les dessins animés du samedi matin. Quand les autres enfants recevaient de l'argent de poche, je recevais des leçons de responsabilité financière. Quand je voulais un jean de marque au lycée, mon père me traînait chez Carrefour et m'expliquait pourquoi leur marque distributeur était parfaitement adéquate. Tout dans notre maison tournait autour du côté pratique, sensé et, surtout, économique. J'étais le genre d'enfant qui a obtenu une bourse complète pour HEC Paris parce que mes parents avaient clairement indiqué que les prêts étudiants n'étaient absolument pas une option. J'ai cumulé 3 petits boulots pendant mes études, vécu de pâtes et de sandwichs jambon-beurre, et j'ai obtenu mon diplôme avec mention très bien pendant que la plupart de mes camarades faisaient la fête pendant 5 ans. Après mon diplôme, j'ai déménagé à Paris avec 800 € sur mon compte courant et un rêve qui semblait impossible. Ces premières années dans la capitale ont été brutales. Je partageais un studio à Montreuil avec 2 autres filles, dormant sur un matelas pneumatique dans un coin. J'ai mangé des sandwichs grecs pour dîner plus de soirs que je ne veux m'en souvenir. Mais je construis, c'est quelque chose. J'apprenais les tenants et les aboutissants du secteur de la technologie financière. Je réseautais avec des gens qui pensaient plus grand que des tableurs et des comptes épargne. Quand j'ai finalement lancé mon entreprise il y a 5 ans, c'était avec mes derniers 2000 € et une prière. La première année a failli me tuer. Je travaillais 20 heures par jour, vivais de café et de détermination, et j'ai vu mon compte en banque frôler dangereusement le zéro plus de fois que je ne pourrais le compter. Mais lentement, péniblement, ça a commencé à fonctionner. Aujourd'hui, mon entreprise traite des millions d'euros de transactions chaque jour. Nous avons des bureaux dans 3 villes et des employés qui me regardent comme si j'avais décroché la lune.
Forbes m'a incluse dans sa liste 30 sous 30, il y a 2 ans. J'ai été invitée à prendre la parole lors de conférences où les billets coûtent du plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Mais voici la chose dont personne ne parle quand on réussit. Votre famille ne célèbre pas toujours avec vous. Mon père, l'homme qui m'a élevée pour être prudente avec l'argent, semblait de plus en plus mal à l'aise à chaque étape que je franchissais. Quand j'ai acheté ma première voiture de luxe, il m'a demandé pourquoi j'avais besoin de quelque chose d'aussi tape à l'œil. Quand j'ai déménagé dans un meilleur appartement, il s'est demandé à voix haute pourquoi je ne pouvais pas simplement vivre selon mes moyens. Ce qu'il ne savait pas, ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que je subvenais discrètement aux besoins de notre famille depuis 3 ans. Je payais leur crédit immobilier chaque mois, 2 300 € qui provenaient directement de mon compte professionnel. Je couvrais les mensualités de leur voiture, leurs assurances, leurs impôts fonciers. Quand maman a eu besoin de soins dentaires que leur mutuelle ne couvrait pas, je m'en suis occupée. Quand papa a voulu emmener maman en croisière pour leur anniversaire, devinez qui a financé cette petite escapade. Je n'ai jamais voulu en tirer le crédit. Je voulais juste rendre l'appareil aux gens qui m'avaient élevée, même si leur méthode avait été un peu intense. Je pensais que peut-être, juste peut-être, si je prouvais que je pouvais être à la fois prospère et généreuse, papa verrait enfin que ses leçons sur l'argent avaient réellement fonctionné. Je les avais simplement appliquées à une échelle différente de celle qu'il avait imaginée. C'est ce qui m'a décidé à organiser quelque chose de spécial pour son 65e anniversaire. Je voulais lui montrer que sa fille avait réussi, et je voulais célébrer l'homme qui m'avait poussé à travailler plus dur que tout le monde. Je pensais qu'un dîner chic serait le moyen idéal de l'honorer et peut-être, enfin, d'obtenir l'approbation que j'avais cherchée. Toute ma vie, la planification du dîner d'anniversaire de mon père a monopolisé mes pensées pendant des semaines. Je voulais que tout soit parfait, en partie parce que je l'aimais et en partie parce que j'étais encore cette petite fille en quête de l'approbation de son père. J'ai réservé une table à l'Ambroisie, l'un des restaurants les plus prestigieux de Paris. On parle d'un endroit où un dîner pour 6 personnes coûterait plus cher que ce que la plupart des gens dépensent en courses en 3 mois. La liste d'attente est généralement de 6 semaines, mais quand vous êtes une cliente régulière qui laisse de bons pourboires et ne cause jamais de problème, les portes s'ouvrent un peu plus facilement. J'ai passé des heures à choisir le cadeau parfait. Après avoir parcouru plusieurs boutiques de luxe de la place Vendôme, j'ai opté pour une Rolex Submariner, le genre de montre qui murmure le succès sans le crier sur les toits. 14 000. Le euro pour un garde-temps peut sembler excessif pour certains. Mais pour moi, cela représentait tout ce que je voulais dire à mon père. Merci de m'avoir poussé. Merci de m'avoir appris que le travail acharné paie. Merci d'avoir été la fondation sur laquelle j'ai bâti mon empire. La semaine précédant le dîner, j'ai appelé maman pour finaliser les détails. La voix d'Hélène portait cette note familière d'excitation mêlée d'anxiété que j'avais entendue toute mon enfance, chaque fois que nous faisions quelque chose qui sortait de notre routine. « Sophie, ma chérie, es-tu sûre pour ce restaurant ? Ton père a regardé sur Internet et il a failli s'étouffer en voyant les prix. » J'ai ri, essayant de garder un ton léger. « Maman, c'est son anniversaire. Laisse-moi vous gâter pour une fois. Je peux me le permettre et je veux le célébrer comme il se doit. » Il y a eu une pause à l'autre bout du fil et je pouvais presque l'entendre choisir ses mots. Avec soin. Il est d'une de ses humeurs en ce moment, ma puce. Tu sais comment il est quand il pense que les gens gaspillent. Peut-être un endroit un peu plus simple. Cela aurait dû être mon premier signal d'alarme. Mais j'étais déterminée à montrer à papa que sa fille avait réussi dans le monde et que ses leçons sur le travail acharné et l'épargne avaient porté leurs fruits d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Je pensais que peut-être, juste peut-être, il serait fier au lieu d'être critique pour une fois. Le soir venu, l'air d'octobre était vif et typique de la saison.
J'ai choisi ma tenue avec soin. Une robe noire classique, élégante, sans être trop voyante, assortie de simples boucles d'oreilles en perles que maman m'avait offertes pour ma remise de diplôme. Je voulais avoir l'air réussie mais respectueuse, prospère mais pas ostentatoire. Je suis arrivée à l'Ambroisie avec 15 minutes d'avance et on m'a installée à notre étable réservée. Un endroit parfait, avec vue sur l'intérieur élégant du restaurant, mais suffisamment intime pour une conversation familiale. L'ambiance était tout ce que j'avais espéré. Éclairage tamisé, nappe blanche immaculée, et cette atmosphère feutrée qui donne de l'importance à chaque conversation. Ma famille est arrivée pile à l'heure, car Gérard Parker n'a jamais été en retard de sa vie. Papa a semblé mal à l'aise dès l'instant où il a franchi la porte, ses yeux balayant la salle à manger, comme s'il calculait le coût de chaque luminaire et de chaque œuvre d'art. Maman était magnifique, mais nerveuse, portant la robe bleu marine qu'elle réservait habituellement pour les grandes occasions. Ma sœur cadette Camille, 28 ans et professeure de lycée, semblait excitée mais jetait des regards inquiets à l'expression de papa. Mon frère Marc, 25 ans et essayant toujours de percer en tant que graphiste freelance, était le seul à avoir l'air sincèrement ravi d'être là. « Bel endroit, sauf », a dit Marc en s'installant sur sa chaise et en attrapant immédiatement son verre d'eau. « J'ai l'impression que je dois me tenir plus droit. » Papa a pris le menu et j'ai vu ses sourcils grimper vers sa racine des cheveux alors qu'il parcourait les prix. Une simple entrée coûtait plus cher que ce qu'il dépensait habituellement pour un dîner entier pour deux. Les plats principaux étaient tarifés comme de petits investissements. Je pouvais voir sa mâchoire se crisper à chaque page qu'il tournait. « Mon Dieu, Sophie !» a-t-il marmonné à voix basse. Mais pas assez pour que je ne l'entende pas. 90 € pour un poisson. Maman lui a donné un coup de pied sous la table et lui a lancé un regard d'avertissement. « Gérard, c'est ton anniversaire. Détends-toi. » J'ai essayé d'orienter la conversation vers un terrain plus sûr, demandant à Camille des nouvelles de ses élèves et à Marc de ses derniers. Et un projet de design. Pendant quelques minutes, les choses ont semblé normales. Nous avons ri des tentatives de Camille pour enseigner les fractions à des adolescents qui ne tenaient pas en place, et Marc nous a montré son dernier logo sur son téléphone. Mais je sentais le malaise de papa irradier à travers la table comme la chaleur d'un four. Il n'arrêtait pas de regarder autour du restaurant, observant les autres convives avec leurs vêtements coûteux et leur assurance tranquille. Il a commandé le plat le moins cher du menu et a tenu à mentionner qu'il était raisonnablement tarifé par rapport au reste. Lorsque notre serveur, un jeune homme professionnel aux manières impeccables, a commencé à décrire les suggestions du jour, papa l'a interrompu à mi-phrase. « Vous n'auriez pas quelque chose qui ne coûte pas plus cher que ma mensualité de crédit ?» Le silence qui a suivi était atroce. Notre serveur a géré la situation avec grâce, ce qu'en intentant de sourire et de recommander quelques-unes des options les moins onéreuses. Mais j'ai senti mes joues brûler de honte. Non pas à cause de l'argent, mais parce que papa ramenait tout au cou au lieu de la célébration. C'est à ce moment-là que j'aurais dû réaliser qu'aucun succès, aucun restaurant parfait, aucun cadeau coûteux n'allait changer la différence fondamentale entre sa vision de l'argent et la mienne. Il verrait toujours la dépense comme une perte, alors que j'avais appris à la voir comme un investissement dans des expériences et des relations. Mais j'ai persisté, déterminée à faire de cette soirée une réussite. Je n'avais aucune idée que je me dirigeais tout droit vers le moment qui allait tout changer entre nous pour toujours. Alors que nos plats principaux arrivaient, j'ai désespérément tenté de sauver l'ambiance de la soirée. La nourriture était incroyable. Chaque plat une œuvre d'art qui justifiait chaque euro de son prix. J'ai vu les yeux de maman s'illuminer en goûtant son bar de ligne, et Marc a pratiquement gémi de plaisir devant son canard confit.
Même Camille semblait se détendre et profiter de ce luxe. Mais papa mangeait son saumon comme si c'était une corvée, coupant chaque bouchée avec une précision mécanique et mâchant avec l'expression d'un homme qui accomplit une pénitence. Toutes les quelques minutes, il faisait de petits commentaires à voix basse sur le vol manifeste qui se déroulait dans nos assiettes. J'ai décidé de réorienter la conversation vers quelque chose qui, je le pensais, le rendrait fier. Alors, j'ai une excellente nouvelle concernant l'entreprise. Ai-je dit, posant ma fourchette et souriant à ma famille. Nous venons de conclure un partenariat avec 3 grandes banques qui va tripler notre chiffre d'affaires. Marc a sifflé, impressionné. Mince, Sophie, c'est incroyable. Le langage, Marc, a réprimandé maman haute, automatiquement, mais elle souriait. C'est merveilleux, ma chérie. Tu as travaillé si dur pour ça. Camille a levé son verre de vin. À ma brillante grande sœur qui conquiert le monde, un algorithme à la fois. Mais la réaction de papa n'était pas celle que j'avais espérée. Au lieu de la fierté, son expression s'est assombrie. « Ça doit être bien », a-t-il dit en piquant ses légumes avec une force inutile. Gagner tout cet argent pendant que les gens normaux luttent pour joindre les deux bouts. Les mots m'ont frappé comme une gifle. « Papa, je ne vole l'argent de personne. Je fournis un service qui aide les gens à mieux gérer leurs finances. J'aide vraiment les gens normaux. En leur facturant des frais qu'ils ne peuvent pas se permettre pour accéder à des services dont ils n'ont pas besoin. » A-t-il rétorqué. C'est juste une autre façon de séparer les travailleurs de leurs dollars durement gagnés. Je sentais ma colère monter, mais j'ai essayé de garder une voix égale. Ce n'est pas du tout ce que nous faisons. En fait, nous rendons les services financiers plus accessibles et abordables que les banques traditionnelles. Bien sûr, a-t-il dit avec un rire amer. Et je suppose que c'est pour ça que tu as besoin de vivre dans un penthouse et de manger dans des endroits comme celui-ci, parce que tu aides le petit peuple. Le reste de la table est devenu silencieux. Maman fixait son assiette, clairement mal à l'aise. Camille regardait alternativement papa et moi comme si elle assistait à un match de tennis. Marc avait complètement arrêté de manger et restait assis, la bouche légèrement ouverte. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de canaliser la patience que j'utilisais dans les négociations commerciales difficiles. « Papa, je travaille dur pour ce que j'ai. J'ai bâti quelque chose à partir de rien, exactement comme tu me l'as appris. La seule différence, c'est l'échelle. » « L'échelle ?» Sa voix devenait plus forte, et d'autres convives commençaient à jeter des regards dans notre direction. « L'échelle est le problème, Sophie. Tu as perdu tout sens des proportions, tout sens de ce qui compte vraiment. » « Ce qui compte vraiment ?» Je pouvais entendre ma propre voix monter, malgré mes efforts pour rester calme. « Travailler 20 heures par jour, ça compte ? Construire quelque chose qui emploie 63 personnes, ça compte. Pouvoir prendre soin de ma famille, ça compte. Prendre soin de ta famille. » Le rire de papa était dur et amer. « Tu penses que jeter de l'argent par les fenêtres, c'est prendre soin de sa famille ? Tu penses que frimer dans des restaurants chics, c'est ce dont une famille a besoin ? » C'est là qu'il a vraiment commencé à se déchaîner. « Tu sais ce que je vois quand je regarde ça ?» Il a fait un geste circulaire englobant le restaurant avec un dégoût évident. « Je vois quelqu'un qui a oublié d'où elle vient. Quelqu'un qui pense que l'argent peut acheter la classe, peut acheter le respect, peut acheter l'amour. » Mon cœur battait la chamade, mais j'ai essayé une dernière fois de m'expliquer. « Je voulais te célébrer, papa. Je voulais te montrer à quel point j'apprécie tout ce que tu m'as appris sur le travail acharné et la construction d'un avenir. Ça, ce n'est pas construire un avenir, » a-t-il lâché. C'est brûler de l'argent comme s'il n'y avait pas de lendemain. C'est exactement le genre de comportement ostentatoire et gaspilleur
que j'ai passé 18 ans à essayer de t'apprendre à éviter. L'ironie m'écrasait. L'homme qui m'avait appris à valoriser le travail acharné et la sécurité financière m'attaquait maintenant, pour le succès même que ces leçons avaient créé. Mais je n'étais pas préparée à ce qui allait suivre. J'ai fouillé dans mon sac à main et j'en ai sorti la petite boîte emballée contenant la Rolex. Mes mains tremblaient légèrement alors que je la posais devant lui. « Joyeux anniversaire, papa. J'espère qu'elle te plaira. » Il a regardé la boîte comme si elle pouvait contenir un serpent. Toute la table a retenu son souffle alors qu'il la déballait lentement, ses mouvements délibérés et soignés. Quand il a ouvert l'écrin en velours et a vu la montre, son visage est passé par une série d'expressions que je n'oublierai jamais. La surprise, le choc, puis quelque chose qui ressemblait presque à du dégoût. « Combien ça a coûté ?» Sa voix était d'un calme mortel. « Ce n'est pas important, » ai-je dit rapidement. « Ce qui compte, c'est que je voulais t'offrir quelque chose de spécial pour te montrer à quel point. » « Combien ça a coûté, Sophie ?» J'ai dégluti difficilement. 14 000 €. Le silence qui a suivi était assourdissant. Les autres conversations dans le restaurant semblaient s'évanouir jusqu'à ce que je n'entende plus que ma haine propre cœur battre à tout rompre dans mes oreilles. Papa a fixé la montre comme si elle l'avait personnellement offensé. Puis, lentement, délibérément, il a refermé la boîte et l'a repoussée sur la table vers moi. Ce qu'il a dit ensuite a tout changé entre nous, pour toujours. 14 000 € pour une montre? Es-tu folle? Les mots sont sortis comme des balles, chacune me frappant en plein dans la poitrine. Mais il n'avait pas fini. La voix de papa est tombée à un murmure rauque qui, d'une certaine manière, semblait plus dévastateur qu'un cri. Tu n'as aucune classe, Sophie. Tu es juste une parvenue tape à l'œil. J'ai eu l'impression qu'on m'avait aspiré l'air des poumons. De tous les mots qu'il aurait pu choisir, parvenue et tape à l'œil étaient ceux qui coupaient le plus profondément. Cet homme avait passé toute mon enfance à m'inculquer l'importance d'être prudente avec l'argent, d'éviter le gaspillage, de trouver de la valeur dans la simplicité. Et maintenant que j'essayais de l'honorer avec quelque chose de coûteux, quelque chose qui représentait le succès que ces leçons m'avaient aidé à atteindre, il m'insultait de la pire des manières. « Papa, je ne comprends pas, » ai-je dit, ma voix à peine plus qu'un murmure. Je voulais te montrer à quel point j'apprécie. Il s'est penché en avant, ses yeux flamboyants d'une colère que je n'avais jamais vue auparavant. Tu penses que jeter de l'argent comme des confettis, c'est de l'appréciation? Tu penses qu'acheter des symboles de statut hors de prix montre de la classe? Maman a tendu la main sur la table et a posé la sienne sur son bras. Gérard, s'il te plaît, les gens nous regardent. Mais il l'a repoussé, son attention entièrement focalisée sur moi. Qu'ils regardent. Peut-être qu'ils ont besoin de voir ce qui arrive quand quelqu'un oublie complètement ses valeurs. Camille semblait mortifiée, son visage rouge de honte. Marc regardait papa comme s'il ne l'avait jamais vu auparavant. Mais je ne pouvais me concentrer sur personne d'autre, car papa parlait encore, chaque mot atterrissant comme un coup physique. La vraie classe, c'est la retenue, Sophie. C'est savoir faire la différence entre l'envie et le besoin. C'est comprendre que ce n'est pas parce que tu peux te permettre quelque chose que tu dois l'acheter. Il a repris la montre et l'a tenue comme si elle était contaminée. Ce n'est pas de la générosité, c'est de l'esbrouf. C'est une absurdité de nouveau riche, de la part de quelqu'un qui a oublié d'où elle vient. Nouveau riche. L'expression m'a frappé comme une gifle en plein visage. Papa, je viens de toi. Tout ce que j'ai appris sur le travail acharné, sur la construction de quelque chose de significatif, je l'ai appris en te regardant. Alors tu n'as pas bien regardé? A-t-il dit froidement. Parce que ce que j'ai essayé est de t'enseigner
C'est la valeur de vivre selon ses moyens, d'être satisfait de suffisamment, au lieu de toujours vouloir plus, plus, plus. C'est là que quelque chose en moi a cédé. La petite fille qui avait passé sa vie à essayer de gagner son approbation avait soudainement disparu, remplacée par la femme qui avait bâti une entreprise de plusieurs millions d'euros à partir de rien. Tu veux savoir ce qui est vraiment méprisable, papa? Ma voix était maintenant stable, contrôlée d'une manière qui me surprenait moi-même. Ce qui est méprisable, c'est d'être assis dans un restaurant payé par ta fille en se plaignant de chaque chose sur le menu. Ce qui est méprisable, c'est d'accepter un cadeau qui coûte plus que ce que la plupart des gens gagnent en 4 mois et d'insulter la personne qui te l'a offert. La couleur a quitté son visage. Mais je n'avais pas fini. Tu sais ce qui est méprisable d'autre? Laisser ta fille payer ton crédit, IT immobilier chaque mois depuis 3 ans, et ne jamais dire merci une seule fois. Le silence qui a suivi était absolu. La fourchette de maman a cliqueté contre son assiette. La bouche de Camille s'est ouverte. Marc me fixait comme si j'avais révélé l'existence des extraterrestres. « De quoi tu parles ?» La voix de papa était à peine audible. « Je parle des 2300 € qui sortent de mon compte professionnel chaque mois pour couvrir le paiement de ta maison. Je parle de l'assurance de ta voiture, de tes impôts fonciers, de ton assurance habitation. Je parle des soins dentaires de maman l'année dernière, de votre croisière d'anniversaire et de ce nouveau toit dont vous aviez besoin après la tempête. » Je pouvais voir la prise de conscience se dessiner sur son visage, mais j'étais trop blessée et en colère pour m'arrêter. Je soutiens discrètement cette famille depuis des années, parce que je pensais que c'était ce que faisaient les gens qui réussissent. Ils prennent soin des gens qu'ils aiment. Mais apparemment, ce que je faisais vraiment, c'était te permettre de me juger tout en vivant du succès, même que tu sembles mépriser. Maman pleurait maintenant, de silencieuses larmes coulant sur ses joues. « Sophie, ma chérie, nous n'avions aucune idée que tu faisais tout ça. »« Bien sûr que non, » ai-je dit, regardant toujours directement papa. « Parce que je ne voulais pas de crédit. Je voulais juste aider. Je voulais montrer à ma famille que leur sacrifice pour mon éducation avait payé, que les leçons sur le travail acharné avaient pris racine, que je pouvais être à la fois prospère et généreuse. » Le visage de papa était passé du rouge au pâle, puis à quelque chose approchant le gris. « Je ne savais pas, » dit-il doucement. « Mais tu aurais dû te poser la question. » Ai-je répondu. « Tu aurais dû te demander comment 2 personnes avec un salaire d'institutrice et une pension de impétable pouvaient soudainement se permettre tous ces extras. Tu aurais dû te poser la question. Mais au lieu de cela, tu as juste pris et m'as critiqué à chaque occasion. » Je me suis levée de table, mes jambes étonnamment stables malgré le tremblement de terre qui se produisait en moi. « Tu m'as traité de parvenu, papa. Tu veux voir ce que c'est que de couper les ponts? Je vais te le montrer. » J'ai sorti mon téléphone et, là, au milieu de l'ambroisie, j'ai appelé mon conseiller financier. « Bonjour David, c'est Sophie. J'ai besoin que vous annuliez immédiatement tous les virements automatiques vers le compte Parker. » « Oui, tous. Le crédit immobilier, les assurances, tout. Annulez-les ce soir. » Je pouvais entendre l'inspiration brusque de papa. Je pouvais voir les yeux de maman s'écarquiller de panique, mais je n'avais pas fini. « Aussi, j'ai besoin que vous appeliez la banque pour leur faire savoir que je ne me porte plus garante de la ligne de crédit sur le compte Parker. »« Oui, je comprends. Ils vont probablement la geler. » « C'est très bien. » Quand j'ai raccroché, la table était si silencieuse que je pouvais entendre la conversation de la table voisine, discutant des accords mai et vin. « Sophie, » a chuchoté maman, « s'il te plaît, réfléchis à ce que tu fais. » Je l'ai regardée,
Cette femme qui avait tant sacrifié pour me donner des opportunités, et j'ai senti mon cœur se briser. J'y ai réfléchi, maman. J'y ai réfléchi chaque mois en signant ces chèques virtuels. J'y ai réfléchi chaque fois que papa critiquait mon succès. J'y ai réfléchi chaque fois que j'essayais de partager ma bonne fortune et que je recevais une leçon sur la responsabilité fiscale au lieu d'un simple merci. Je me suis retournée vers papa, qui avait l'air d'avoir été heurté par un camion. Tu m'as traité de parvenu sans classe. Et tu sais quoi? Tu as raison. C'était stupide de ma part de penser que je pouvais acheter ton approbation. C'était stupide de ma part de permettre tes critiques en rendant ta vie confortable pendant que tu me démolissais. Et c'était vraiment stupide de ma part de continuer à essayer de faire mes preuves auprès de quelqu'un qui n'allait jamais être fier de moi, peu importe ce que j'accomplissais. J'ai ramassé la boîte de la montre et l'ai remise dans mon sac. Joyeux anniversaire, papa. J'espère que tu apprécieras de payer ton propre dîner. Et sur ce, je suis sortie de l'Ambroisie, laissant ma famille assise à cette table coûteuse, comprenant enfin exactement ce que valait ma générosité de parvenu. Les 3 semaines qui ont suivi ont été différentes de tout ce que j'avais jamais vécu. Sortir de ce restaurant, c'était comme sauter d'une falaise, et l'atterrissage a été plus dur que prévu. Les appels ont commencé dès le lendemain matin. Mon téléphone a sonné à 7h30 et j'ai su, sans même regarder, que c'était maman. Sophie, ma chérie, s'il te plaît, tu dois comprendre que ton père ne pensait pas ce qu'il a dit. Il était juste dépassé par la dépense, par le restaurant, par tout. Tu sais comment il est quand il est mal à l'aise. J'étais assise dans ma cuisine, regardant le lever du soleil peindre le ciel parisien de nuances d'or et de rose, tenant une tasse de café qui coûtait plus cher que ce que ma famille dépensait autrefois pour une journée de course. L'ironie ne m'a pas échappé. Maman, il m'a traité de parvenu. Après tout ce que j'ai fait pour cette famille, après tout le soutien que j'ai apporté sans demander de reconnaissance, il m'a regardé dans les yeux et m'a insulté. « Il est fier de toi », a-t-elle dit désespérément. « Il a juste peur. Il ne comprend pas ton monde, et quand les gens ne comprennent pas quelque chose, il l'attaquent parfois. » Mais j'en avais fini de lui trouver des excuses. Alors il aurait dû poser des questions au lieu de faire des suppositions. Il aurait dû essayer de comprendre au lieu de juger. La conversation a duré 20 minutes, maman alternant entre la défense de papa et la supplication pour que je reconsidère ma décision. Quand j'ai finalement raccroché, je me sentais émotionnellement vidée, mais étrangement soulagée. Pour la première fois depuis des années, je ne portais plus le poids de leur sécurité financière sur mes épaules. La réalité de ce que j'avais fait les a frappés plus vite que je ne l'avais prévu. Le mardi, maman a rappelé, cette fois avec de la panique dans la voix. « Sophie, la banque a appelé pour la mensualité du crédit immobilier. Ils ont dit que le virement automatique avait été annulé et que nous serons en retard si nous ne leur donnons pas l'argent d'ici vendredi. Alors vous devrez le payer vous-même, ai-je dit simplement. Avec quel argent? Tu sais bien que nous vivons d'une paie à l'autre. La seule raison pour laquelle nous pouvions nous permettre les paiements de la maison, c'était parce que... Elle s'est interrompue, reliant enfin les points qui étaient juste devant eux depuis 3 ans. Parce que je les couvrais, ai-je terminé. Ainsi que les mensualités de votre voiture, les assurances, les impôts fonciers et tous ces petits extras qui rendaient votre retraite si confortable. Le silence à l'autre bout du fil s'est étiré jusqu'à ce que je me demande si l'appel avait été coupé. Finalement, maman a parlé, sa voix petite et brisée. « Combien payais-tu chaque mois ?» J'ai fait le calcul dans ma tête, incluant tout. Environ 3 800 € par mois, parfois plus quand vous aviez des dépenses imprévues. Un autre long silence, puis à peine un murmure. 3 800 € chaque mois, pendant 3 ans à peu près.
Je pouvais l'entendre pleurer doucement, et mon cœur s'est serré. J'aimais profondément ma mère, mais je ne pouvais pas continuer à permettre un système qui autorisait mon père à me critiquer tout en bénéficiant de mon succès. Nous n'avions aucune idée, a-t-elle dit à travers ses larmes. Nous pensions que tu aidais peut-être de temps en temps, mais nous n'aurions jamais imaginé. Je sais que vous ne le saviez pas, et je ne voulais pas que vous le sachiez, parce que je voulais aider par amour, pas par obligation. Mais papa a clairement montré hier soir que ma générosité ne valait rien pour lui. Alors maintenant, vous allez voir à quoi ressemble la vie sans elle. Camille a appelé ce soir-là, sa voix de professeur tranchante de colère. Comment as-tu pu leur faire ça, Sophie? Ce sont nos parents. Ils nous ont élevés, ils se sont sacrifiés pour nous. Et je rembourse ce sacrifice depuis 3 ans, ai-je répondu calmement. Chaque mois, sans faute, sans reconnaissance, et apparemment sans appréciation. Mais les couper complètement, c'est cruel. Ce qui est cruel, c'est de traiter sa fille de parvenue après qu'elle ait secrètement financé votre style de vie. Ce qui est cruel, c'est d'accepter de l'aide, puis de critiquer la personne qui vous aide. Ce qui est cruel, c'est de ne jamais dire merci une seule fois pour un soutien qui représente plus que le salaire annuel de beaucoup de gens. Camille est restée silencieuse un moment, digérant les chiffres. Je ne savais pas que tu faisais autant. Aucun de vous ne le savait parce que je ne voulais pas de crédit. Je voulais juste aider. Mais l'aide n'est pas de l'aide si elle est accueillie avec critique et ressentiment. Marc a appelé le lendemain et sa réaction a été complètement différente. Bon sang, Sophie. Je veux dire, putain, 3800 par mois. Le langage, ai-je dit automatiquement, faisant écho au refrain constant de maman, et nous avons tous les deux ri malgré tout. Sérieusement, je n'en avais aucune idée. Je savais que tu réussissais bien, mais je pensais que tu aidais peut-être pour les urgences ou autres. Je n'aurais jamais imaginé que tu les portais financièrement. Eux non plus, apparemment. Et papa t'a traité de parvenu. La voix de Marc était incrédule. L'homme qui vit de ta générosité t'a insulté pour avoir dépensé ton propre argent dans un bon dîner. C'est à peu près ça, le résumé. Mon Dieu, pas étonnant que tu sois parti. Je lui aurais jeté la montre à la tête. C'est le vendredi après-midi que papa a finalement appelé. J'étais dans mon bureau, regardant la ville et pensant à quel point mon compte en banque semblait calme, sans ces virements automatiques qui sortaient chaque mois. L'argent était toujours là, bien sûr, mais il semblait différent, plus léger, moins chargé. Sophie, sa voix était différente, plus petite en quelque sorte. Il faut qu'on parle. Je t'écoute. La mensualité du crédit est due aujourd'hui. La banque a appelé et a dit que si nous ne payons pas avant 17 heures, nous serons en défaut de paiement. J'ai regardé ma montre. Il était 16h15. Alors tu ferais mieux de trouver comment la payer. Avec quoi? Sa voix s'est légèrement brisée. Tu sais que nous ne pouvons pas la couvrir seuls. Vous y arriviez avant que je ne commence à aider. C'était avant que les impôts fonciers n'augmentent, avant les hausses d'assurance, avant. Il s'est interrompu, réalisant probablement que la plupart de ces augmentations avaient eu lieu pendant les années où je les avais couvertes. Avant que vous ne vous habituiez à vivre au-dessus de vos moyens, ai-je terminé. Un autre long silence. Puis, si doucement que j'ai failli ne pas l'entendre. Je ne pensais pas ce que j'ai dit. Si, tu le pensais. Et tu sais quoi? Ce n'est pas grave. Tu as le droit d'avoir ton opinion sur la façon dont je dépense mon argent. Mais tu n'as pas le droit de me critiquer, tout en dépensant mon argent. Je ne savais pas que c'était ton argent. Tu aurais dû demander. Tu aurais dû te poser la question.
Tu aurais dû faire n'importe quoi, sauf le prendre pour acquis, et ensuite m'attaquer pour avoir réussi. Je pouvais l'entendre respirer lourdement à l'autre bout du fil. Finalement, il a reparlé. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je veux que tu dises que tu es fier de moi. Je veux que tu reconnaisses que les leçons que tu m'as enseignées sur le travail acharné ont réellement fonctionné. Je veux que tu reconnaisses qu'au lieu de devenir gâtée ou arrogante, j'ai utilisé mon succès pour prendre soin des gens que j'aime. Et je veux que tu comprennes que m'insulter était la chose la plus cruelle que tu pouvais dire à quelqu'un qui a discrètement soutenu ta famille pendant des années. La ligne se restait silencieuse si longtemps que j'ai cru qu'il avait raccroché. Puis, j'ai entendu quelque chose que je n'avais jamais entendu de toute ma vie. Mon père en train de pleurer. « Je suis désolé, » a-t-il murmuré. « Je suis tellement désolé, Sophie. J'ai eu tort sur toute la ligne. Mais certaines choses, une fois brisées, ne peuvent pas être facilement réparées. Et certaines leçons coûtent plus que de l'argent à apprendre. 6 mois ont passé depuis ce dîner à l'Ambroisie, et je me tiens au même endroit, dans mon penthouse, où cette histoire a commencé, regardant les lumières de la ville scintiller dans l'obscurité en contrebas. La vue est tout aussi belle, mais tout le reste a changé d'une manière que je n'aurais jamais pu anticiper. Mes parents ont perdu la maison. Ils ont tout essayé dans les premières semaines. Papa a trouvé un travail à temps partiel dans un cabinet d'expertise comptable local, travaillant les soirs et les week-ends pendant la période des impôts. Maman a commencé à donner des cours de soutien aux enfants après l'école pour Géa. Génère un peu d'argent. Camille et Marc ont mis leurs ressources en commun pour aider avec quelques paiements, mais avec un salaire de professeur et les revenus irréguliers d'un graphiste freelance, ils ne pouvaient pas maintenir le type de soutien que j'avais fourni. La banque a saisi la maison après 3 mois de paiement manqué. La maison de mon enfance, avec son crépi beige et son jardin soigneusement entretenu, a été vendue à une jeune famille avec 2 jeunes enfants. Papa a dû regarder depuis la rue pendant qu'ils emménageaient, se demandant probablement si ses enfants grandiraient un jour pour être plus reconnaissants que sa propre fille. Ils ont déménagé dans un petit appartement de l'autre côté de la ville, le genre d'endroit que papa aurait qualifié de « parfaitement adéquat » à l'époque où il me faisait la morale sur le fait de vivre selon ses moyens. 2 chambres, une salle de bain et une cuisine à peine assez grande pour que 2 personnes puissent s'y tenir en même temps. Maman a pleuré en emballant 35 ans de souvenirs dans des cartons, mais elle ne m'a jamais demandé d'aider. Je pense qu'elle a finalement compris que c'était la conséquence naturelle du fait de prendre la générosité de quelqu'un pour acquise. La voiture a suivi. Sans mes paiements mensuels, ils ne pouvaient pas se permettre l'assurance et l'immatriculation en plus du prêt. Ils l'ont échangé contre une berline plus ancienne, avec un kilométrage élevé et quelques points de rouille. Le genre de véhicule pratique que papa avait toujours insisté être assez bon pour les autres. Papa a vieilli de 10 ans en ces 6 mois. L'homme qui s'était toujours porté avec la fierté confiante de quelqu'un qui avait construit une vie stable de classe moyenne ressemblait soudain à ce qu'il était. Un retraité vivant d'un revenu fixe qui s'était habitué à un confort qu'il ne pouvait pas réellement se permettre. Maman a commencé à accepter des postes de remplaçante pour joindre les 2 bouts, retournant au travail à 62 ans alors qu'elle aurait dû profiter de sa retraite. Mais voici la chose qui m'a surprise. Ils se sont adaptés. Les humains sont des créatures remarquablement résilientes, et mes parents ont prouvé qu'ils étaient plus forts que nous ne l'avions tous deux réalisé. Papa a appris à cuisiner des repas qui coûtaient moins de 10 € pour les nourrir tous les 2. Maman a découvert que la bibliothèque municipale proposait des cours gratuits sur tout, des compétences informatiques au jardinage. Ils ont commencé à faire des promenades le soir au lieu de regarder la télévision par câble qu'ils ne pouvaient plus se permettre. Camille et moi
avons eu plusieurs autres conversations animées avant de retrouver quelque chose qui ressemblait à une relation. Elle est venue à mon appartement un soir de fin février, l'air épuisé, après une longue journée à enseigner la Révolution française à des élèves de seconde. « Je te dois des excuses », a-t-elle dit sans préambule, s'installant sur mon canapé avec une tasse de thé que je lui avais préparée. « Je ne comprenais pas ce que tu faisais pour eux toutes ces années. Ce n'est pas grave. Je ne voulais pas que quiconque le sache. Mais c'est bien ça le problème, n'est-ce pas? Tu étais incroyablement généreuse, et aucun de nous n'en savait assez pour l'apprécier. On pensait juste que les choses se passaient bien pour maman et papa à la retraite. » Elle a fait une pause, fixant son thé, comme s'il pouvait contenir les réponses à des questions qu'elle commençait seulement à se poser. « Papa est différent maintenant, » a-t-elle finalement dit. Plus humble. Il parle de toi parfois, de la façon dont tu as dû travailler dur pour pouvoir les aider comme tu l'as fait. Je pense qu'il commence à comprendre qu'un succès comme le TI en n'arrive pas par accident. Marc et moi n'avons jamais eu de dispute. En fait, notre relation s'est améliorée après cette nuit au restaurant. Il a commencé à me rendre visite régulièrement et nous parlons de son art, de ses rêves, de ses difficultés à gagner sa vie en tant que créatif. J'ai commencé à lui commander des œuvres, non pas par charité, mais parce que son travail était vraiment bon et que je voulais soutenir son talent. Il ne m'a jamais demandé d'aider maman et papa, et je l'ai respecté pour avoir compris que certains ponts, une fois brûlés, mettent du temps à se reconstruire. Le tournant est arrivé un jeudi pluvieux d'avril. Je travaillais tard dans mon bureau de la Défense quand mon assistante m'a appelée. « Madame Parker, votre père est là pour vous voir. » Je n'avais pas parlé à papa depuis cet appel téléphonique concernant le paiement du crédit 6 mois plus tôt. Mon cœur s'est mis à battre la chamade alors que je me demandais ce qui pouvait l'amener dans mon immeuble de bureau, vêtu de son plus beau costume et ayant l'air de se préparer à un entretien d'embauche. Quand il est entré dans mon bureau, je l'ai à peine reconnu. Il avait perdu du poids et ses cheveux semblaient plus gris, mais il y avait quelque chose de différent dans sa posture. Il semblait moins rigide, moins critique, plus humain en quelque sorte. « Merci de me recevoir » a-t-il dit, s'asseyant sur la chaise en face de mon bureau, comme s'il avait peur qu'elle ne disparaisse. « Je sais que je ne mérite pas ton temps après ce que je t'ai dit. » J'ai attendu, ne sachant pas ce que j'étais censé ressentir ou dire. « Je pense à cette nuit depuis des mois, » a-t-il continué. « À ce que je t'ai dit, à la façon dont j'ai agi, et je pense à toutes les façons dont tu nous as aidés sans rien demander en retour. » Il a sorti un petit carnet, le genre qu'il utilisait pour équilibrer ses comptes, et a ouvert à une page couverte de son écriture soignée. « J'ai fait le calcul, Sophie. Sur 3 ans, tu nous as donné plus de 130 000 €. Pas prêtés, donnés. Sans intérêt, sans échéancier de remboursement, sans condition. » Le chiffre m'a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Je n'avais jamais calculé le total auparavant. Je payais juste les factures au fur et à mesure. « Je t'ai insulté ?» a-t-il dit, sa voix se brisant légèrement. « Je t'ai traité de parvenu pour avoir dépensé ton propre argent pour un dîner pour fêter mon anniversaire, alors que tu nous donnais discrètement plus d'argent que ce que j'ai gagné pendant les 3 meilleures années de toute ma carrière. » Il a fermé le carnet et m'a regardé directement pour la première fois depuis son arrivée. « J'ai eu tort sur toute la ligne. Sur tes dépenses, sur ton succès, sur tes valeurs. J'ai été petit, mesquin et jaloux, et j'ai reporté mes propres insécurités sur la fille qui prenait soin de moi sans même que je m'en rende compte. » J'ai senti des larmes commencer à se former, mais je n'étais pas prête à le laisser s'en tirer si facilement. « Pourquoi, papa ? Pourquoi était-ce si important de me démolir au lieu d'être fière de ce que j'avais construit ? » Il est resté silencieux un long moment, fixant ses mains. « Parce que j'avais peur. Parce que ton succès m'a fait réaliser à quel point
ma propre vie avait été petite. J'ai passé 40 ans à être fière de vivre selon mes moyens, puis ma fille a construit quelque chose d'extraordinaire, et cette fierté m'a semblé ridicule. Il a levé les yeux vers moi à nouveau, et j'ai vu quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant. Une humilité authentique. J'aurais dû te célébrer au lieu de te jalouser. J'aurais dû te demander comment tu avais fait au lieu de critiquer la façon dont tu dépensais les récompenses. J'aurais dû être le père le plus fier du monde, au lieu d'être le plus ingrat. Nous avons parlé pendant 2 heures ce jour-là. Il m'a raconté les difficultés des 6 derniers mois, l'apprentissage de la vie avec leurs revenus réels au lieu de mes subventions, la fierté qu'il avait dû ravaler lorsqu'il avait dû demander de l'aide à Camille pour les courses. Il m'a raconté comment il regardait maman faire des remplacements et se sentait comme un échec en tant que mari pour ne pas avoir pu lui offrir la retraite qu'il lui avait promise. Mais il m'a aussi parlé des conversations qu'ils avaient commencé à avoir, celles où ils parlaient de moi et de mes accomplissements avec émerveillement au lieu d'inquiétude. Il m'a parlé de la coupure de presse de mon article dans Forbes, que maman avait commencé à garder dans son sac à main, la montrant à quiconque voulait bien l'écouter. Il m'a parlé de la fierté qu'il ressentait enfin, en pensant à sa fille, qui avait bâti quelque chose d'incroyable, à partir de rien. Je n'ai pas rétabli leur soutien financier ce jour-là. Certaines leçons sont trop importantes pour être court-circuitées. Et je pouvais voir que papa apprenait enfin des choses sur la gratitude et l'humilité qu'il avait besoin de comprendre depuis des années. Mais j'ai fait autre chose. Je l'ai engagé. Mon entreprise se développait assez rapidement pour que j'ai besoin de quelqu'un pour gérer notre service comptable, quelqu'un avec de l'expérience et de l'intégrité qui pourrait nous aider à garder les pieds sur terre pendant notre croissance. Papa avait 40 ans d'expérience en comptabilité. Et plus important encore, il comprenait la valeur de chaque euro d'une manière qui nous serait très utile. Il a commencé le lundi suivant, à un salaire juste mais pas excessif, regagnant sa stabilité financière au lieu de dépendre d'une charité qu'il n'avait jamais appréciée. Maman a repris sa retraite, mais cette fois-ci, elle était financée par le travail de papa au lieu de ma culpabilité. Nous dînons ensemble 1 fois par mois maintenant, généralement dans un restaurant agréable, mais pas extravagant, que papa choisit et paie lui-même. Il semble apprécier le rituel d'offrir un repas à sa fille, et j'aime le regarder être fier de pouvoir se le permettre. La montre est toujours dans ma boîte à bijoux, jamais portée et non appréciée. Parfois, je pense à la donner à quelqu'un d'autre, mais la plupart du temps, je la garde comme un rappel de la nuit où j'ai appris que l'amour sans respect n'est qu'une autre forme d'exploitation. Notre relation ne sera plus jamais la même qu'avant ce dîner à l'ambroisie. Trop de choses ont été dites, trop de choses ont été révélées, trop de suppositions ont été brisées. Mais d'une certaine manière, c'est mieux. Elle est maintenant construite sur l'honnêteté au lieu de ressentiments cachés. Elle est construite sur le respect mutuel au lieu d'une dépendance non reconnue. Papa dit aux gens au travail que sa fille est la PDG et je peux entendre la fierté dans sa voix quand il le dit. Maman encadre chaque article écrit sur mon entreprise et envoie des copies à des parents à qui je n'ai pas parlé depuis des années. Camille amène ses élèves visiter nos bureaux lorsqu'ils étudient l'entrepreneuriat. J'ai appris quelque chose de précieux de ce dîner douloureux et de ses conséquences. Le succès ne consiste pas seulement à bâtir une fortune ou à atteindre des objectifs, il s'agit de connaître sa propre valeur et d'exiger que les autres la reconnaissent aussi. Il s'agit de comprendre la différence entre la générosité et le fait de permettre un comportement toxique, entre aider et se faire exploiter. Certaines personnes verront toujours votre succès comme une menace pour leur vision du monde. Elles trouveront des moyens de diminuer vos réalisations parce que les acceptent, les obligerait à examiner leurs propres choix. Et parfois, ces personnes sont celles que vous aimez le plus au monde. Mais voici ce que je sais maintenant, que je ne savais pas il y a 6 mois. On ne peut pas acheter le respect avec de l'argent.
Peu importe avec quelle générosité on le dépense. On ne peut pas acheter l'appréciation avec des actes de service, peu importe à quel point ils semblent altruistes. Et on ne peut pas gagner l'amour de personnes qui sont déterminées à le refuser. Ce que vous pouvez faire, c'est fixer des limites. Vous pouvez exiger d'être traité avec la dignité que votre succès vous a valu. Vous pouvez vous éloigner des relations qui vous diminuent, même lorsque ces relations semblent essentielles à votre identité. Parce qu'en fin de compte, la seule approbation dont vous avez vraiment besoin est la vôtre. Et la leçon la plus coûteuse que vous puissiez apprendre est que votre valeur n'est pas déterminée par la capacité des autres à la voir, même lorsque ces personnes vous ont élevé pour être tout ce que vous êtes devenu. Alors, me voici, 6 mois plus tard, dans mon appartement en attique, que j'ai gagné grâce à des années de journées de 20 heures et de risques qui auraient terrifié la jeune fille que j'étais. La ville s'étend en dessous de moi comme un tapis de rêves et de possibilités, et je me sens enfin en paix avec les choix que j'ai faits. Ma relation avec mon père ne sera jamais ce que j'espérais autrefois, mais elle est devenue quelque chose de plus honnête et de plus durable. Il travaille maintenant pour mon entreprise, gagnant sa place à nos dîners de famille, au lieu de les prendre pour acquis. Maman a cessé de trouver des excuses pour son comportement passé et a commencé à faire de la place pour la fierté envers le mien. Camille et Marc comprennent maintenant que le succès n'est pas quelque chose dont il faut s'excuser. Et ils ont tous deux commencé à poursuivre leurs propres rêves avec plus de détermination. Je crois toujours qu'il faut prendre soin de sa famille, mais j'ai appris la différence entre le soutien et la dépendance, entre la générosité et le fait d'être pris pour acquis. J'ai appris que parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire est de laisser les gens faire face aux conséquences de leurs choix, même lorsque ces conséquences sont douloureuses à regarder. La montre est toujours dans ma boîte à bijoux, un rappel à 14 000 € de la nuit, où j'ai finalement arrêté d'essayer d'acheter l'approbation de quelqu'un qui était déterminé à ne pas la donner. Parfois, je pense à la vendre, mais la plupart du temps, je la garde comme un symbole de tout ce que j'ai appris sur la connaissance de ma propre valeur. Je veux vous demander quelque chose, et je veux vraiment que vous y réfléchissiez. Vous êtes-vous déjà retrouvé à donner plus que vous ne recevez dans une relation? Que ce soit avec la famille, les amis ou des partenaires amoureux? Quelqu'un vous a-t-il déjà critiqué pour le succès même qui vous a permis de l'aider? J'aimerais beaucoup lire vos histoires dans les commentaires ci-dessous, car je pense que nous avons tous eu affaire à des personnes qui confondent générosité et faiblesse. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » et vous abonner pour plus d'expériences de vie réelles sur la famille, le succès et l'apprentissage de l'estime de soi. Partagez cette vidéo avec toute personne qui pourrait avoir besoin d'entendre que sa valeur n'est pas déterminée par la capacité des autres à l'apprécier. Merci d'avoir écouté mon histoire et de comprendre que parfois, le cadeau le plus cher que vous puissiez vous offrir est la liberté de vous éloigner des personnes qui ne valorisent pas ce que vous apportez à leur vie. J'espère que votre chasse et main vers la connaissance de votre propre valeur sera moins douloureux que le mien, mais tout aussi gratifiant au final. Rappelez-vous, le succès sans respect n'est qu'une autre forme de servitude. Et la vie est trop courte pour la passer à s'excuser d'avoir réalisé ses rêves. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à construire la vie que vous méritez et ne laissez jamais personne vous convaincre que vos réalisations sont autre chose qu'extraordinaires.